Eh bien, selon une source proche du dossier, l'imam Hassani Hussein a été interpellé hier après-midi, donc le vendredi, au domicile de l'un de ses amis. Il a été localisé et confondu grâce notamment à ses appareils électroniques dont il a fait usage. L'interpellation, elle s'est déroulée dans le calme. Elle a été effectuée par les policiers belges qui ont bénéficié des informations transmises par les enquêteurs français pour retrouver l'imam. L'imam qui s'est donc laissé interpeller dans le calme. Lors de cette interpellation, une perquisition a eu lieu et où ont été retrouvées une tablette ainsi qu'un portable avec un numéro de téléphone belge. L'imam est désormais placé en détention. Il a d'ores et déjà fait savoir aux autorités belges qu'il refusait d'être reconduit en France. Désormais, dans cette attente, il va devoir demander une audience sur le fond. S'il bénéficie des garanties suffisantes de représentation, notamment une adresse en Belgique, il pourra être laissé libre. Si ce n'est pas le cas, il va être mis sous écrou extraditionnel. Ensuite, la suite du dossier, il va être examiné par la justice belge qui va devoir statuer si oui ou non le mandat d'arrêt est valide. Si c'est le cas, il va être remis aux autorités françaises. C'est donc ensuite qu'une autre étape judiciaire va être menée en France pour savoir si oui ou non l'imam va être expulsé vers le Maroc. Un mois après son arrestation à Mons, Hassani Hussein a été libéré, mais sous certaines conditions. Pour prévenir le risque de fuite, l'imam marocain devra résider dans un lieu précis déterminé par ordonnance, porter un bracelet électronique. Cette annonce de la justice belge intervient une semaine seulement après le refus d'extrader l'imam vers la France, une décision qui avait déjà fait réagir le gouvernement. Je note que le parquet belge avait plaidé pour que le mandat d'arrêt soit respecté et que l'imam soit expulsé à destination de la France. Donc le jugement en a décidé autrement et le parquet fait appel de cette décision. Fin juillet, Gérald Darmanin avait annoncé l'expulsion vers le Maroc d'Hassani Hussein. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur avait même dénoncé les idées du prédicateur du Nord, fiché S, des propos jugés radicaux, misogynes et antisémites. Le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Tu mens. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Tu mens. Il ment. Le 31 août dernier, suite à la validation de l'arrêté d'expulsion par le Conseil d'État, Hassani Hussein avait fui vers la Belgique. Une volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement selon les autorités françaises. Un départ pour un procès équitable et dans le respect de la loi, d'après l'imam. Qui n'ont pas lieu d'être, au lieu d'éduquer les gens. Et le garçon, il a quoi? Il a cette liberté de désobéir et de pécher. C'est terrible quand même, non? Vous ne trouvez pas? C'est honteux quand une fille fume dans le Maghreb. Au Moyen-Orient, ils sont un peu plus cool dans ce domaine. Et quand un garçon fume, ça ne dérange pas. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va, le garçon, il est supérieur. Etc., etc. Donc tout ça fait que, aujourd'hui, au nom de la religion, les femmes sont privées, au nom d'une interprétation abusive, erronée, culturelle, de la religion, les femmes sont privées de droits fondamentaux. C'est pour ça, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le meilleur des croyants, non,
celui qui parmi vous a le plus de foi. Akmalul mu'minina imanan. Vous entendez? C'est-à-dire celui qui atteint le plus haut degré de foi. C'est lequel? C'est celui qui a le meilleur des comportements. Vous avez vu que la foi nous pousse au bon comportement. Mais le hadith continue. Et les meilleurs parmi vous, qui ont la foi et le bon comportement, ce sont lesquels? Ce sont ceux qui ont les meilleurs des comportements avec leurs épouses. Chef tout. Ici, le hadith insiste sur la relation entre l'homme et la femme. On peut avoir un bon comportement, comme je vous ai dit, avec un collègue de travail. C'est limité dans le temps. On peut avoir un bon comportement avec quelqu'un qu'on croise dans la rue. Mais avec quelqu'un que tu vois tous les jours, ça demande beaucoup de foi, beaucoup d'humanité. Il faut vraiment aimer l'être humain et lui vouloir du bien. Allez, on va donner un exemple, ça sera plus clair. Moussa rapporte que son père, Talha ibn Ubaydillah, Talha, radiallahu anhu, il fait partie des 10 compagnons qui sont voués au paradis. Et Talha, il était multimillionnaire, milliardaire même si tu veux. Et un jour, Talha va recevoir des dinars. Le dinar à l'époque était plus... Donc quand il y a eu deux candidats, un homme et une femme, la question a été posée, on vote pour qui? En vérité, pour beaucoup de musulmans, la question ne se pose pas. Parce qu'ils ont à l'esprit, c'est haram de mettre au pouvoir une femme. Aboul A'la al-Mawdoudi va leur faire un croche-pied. Il va leur dire, on vote pour cette femme. Oui. Donc ça fait un tollé. Ça a rendu fou les savants classiques, etc. Et quel est l'argument d'Aboul A'la al-Mawdoudi? C'est quoi son argument? Hada, c'est un dictateur. C'est un tyran. C'est une pourriture. Il nous a déjà dirigés, il nous a tués, il nous a massacrés. Croyez-moi qu'entre une femme, aussi faible soit-elle, vous pouvez lui trouver tous les défauts. Il vaut mieux qu'on soit dirigé par une femme que par un tyran et un dictateur. En fait, il a pesé le pour et le contre, où se trouve l'intérêt. Et oui, vous avez vu l'intelligence? Et s'il n'y a pas d'amour, de rahma dans le cœur d'une femme envers son mari, il est mort. Et vice-versa. On est d'accord? Regardez Talha, comment il fait des compliments à sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'il a dit? Wal kalimatu tayyibatu sadaqa. Est-ce que vous avez déjà, si vous l'avez déjà fait, vous êtes des islamistes intégristes, est-ce que vous avez déjà pris de l'argent puis vous l'avez déjà mis dans la main de quelqu'un à la sortie de la mosquée qui demande? Non, essayez de prendre un billet de 50 € et de le donner à un pauvre à la sortie de la mosquée. Dans quel état il va être à votre avis? Il va être... Est-ce que vous savez qu'une parole, que tu vas dire à ta femme au bon moment, aura 100 fois plus d'impact sur elle que le billet de 50 € que tu as donné aux pauvres? C'est réel. C'est réel. Lisez. Ou même pas, lisez pas. Faites l'expérience, tout simplement. Et le ramadan, c'est un bon stage pour s'habituer.
Je viens ici pour vous parler de droit. Je viens pas ici pour participer à quelque chose que je trouve scandaleux et qui a décidé, d'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ma première interview, qui est une sorte de chasse à l'homme à laquelle on assiste depuis quelque temps et qui pour moi est indigne d'un état de droit. Aujourd'hui, je viens pour répondre, pour apporter de la nuance. Lorsqu'on a un dossier qui s'emballe à ce point, qui fait où le judiciaire devient politique, où le politique devient judiciaire, où le politique devient tribunal populaire, eh bien ce que nous devons, nous, en tant qu'avocats, mais aussi en tant que société, c'est rappeler le droit, c'est amener de la nuance, et c'est se souvenir surtout, tonner même, que cet homme, aujourd'hui, il est expulsé pour des propos qui sont anciens, qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune condamnation, et qui, s'ils ont aussi la mesure d'expulsion a été validée par le Conseil constitutionnel, en tout état de cause, il l'a respectée. Maître Simon, vous jugez que le fait de disparaître apporte de la nuance et contribue à apaiser le débat? Mais on lui demande, c'est ce qu'on lui demande, on lui demande de quitter le territoire. C'est ce qu'il a fait, c'est ce que dit la loi, l'article L824-9 du CESEDA. Vous devez partir du territoire. Et à un moment, il y a une question quand même de logique que moi je me pose, qui est pas très juridique sur ce point, je le concède. C'est de savoir, il y a une décision d'éloignement, une décision d'expulsion. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous demande de partir. La personne en question, Monsieur Eki Houssen, part, il quitte la France. Et là, ce qu'on nous dit, et ce qui est quand même un peu étonnant... Donc il applique de lui-même la décision de justice, que vous nous dites? Alors c'est pas une décision de justice, c'est une décision ministérielle. Il applique un arrêté ministériel d'expulsion, ce qu'on appelle un AME. Il quitte la France, et là, ce que le ministère de l'Intérieur nous dit, ce qui est quand même assez étonnant, assez ironique, c'est qu'en fait, il faudrait aller le chercher, le faire revenir sur le territoire, alors qu'on a une suspension du laissez-passer par les autorités marocaines, pour le mettre dans un centre de rétention administrative en France, alors qu'on n'est même pas certain de pouvoir l'expulser. Mais que l'État a eu connaissance du départ de votre client. Vous nous dites lui-même, on lui a demandé de partir, il est parti. Est-ce qu'il en a informé l'État? Est-ce qu'il a dit à l'État, vous avez appliqué une décision me concernant, j'en prends acte, je m'en vais? Mais Monsieur Eki Houssen est surveillé depuis le premier jour dans cette procédure. Ce que vous me dites, c'est qu'il ne l'a pas fait, mais l'État est censé est réputé être au courant. Ainsi que son entière famille. Vous avez aujourd'hui ces enfants, ces petits-enfants qui ne peuvent pas aller au supermarché, qui ne peuvent pas aller amener leurs enfants à l'école sans avoir 3 voitures de police derrière eux. Et à un moment, il faut quand même se poser la question de la proportion de ce dispositif. Qu'est-ce que fait le ministère de l'Intérieur? Je terminerai juste Maître Simon, ce que vous voulez nous dire. Mais oui, mais bien sûr qu'ils sont au courant. Qu'est-ce qu'il fait dans ce dossier? Il fait ce que j'appellerais une politique spectacle. C'est-à-dire qu'il veut absolument non pas que mon client obtempère, respecte la décision ministérielle, il veut qu'il le fasse sous les caméras. Et là, je dis qu'il y a un problème de dignité, que ce que cherche le ministère de l'Intérieur, c'est à faire du buzz. Et ça vient dire qu'il n'y a rien, finalement, de judiciaire dans ce dossier, puisque d'infraction, ce n'est pas que moi qui le dis, ce sont des professeurs de droit public, d'infraction, de non-exécution, ou plutôt de soustraction à la mesure d'éloignement. Il n'y en a pas, elle n'est pas constituée, puisque il a respecté cette telle mesure. Donc ce qu'on veut... Donc vous nous confirmez que les deux... actions de justice là qui sont en cours, donc il y a le mandat d'arrêt européen d'un côté dont a parlé Gérald Darmanin, et donc il y a bien une information judiciaire qui a été ouverte pour soustraction à une demande d'expulsion. Vous avez été mise au courant? Écoutez, moi, ce qui est formidable dans ce dossier, c'est que j'apprends tout par voie de presse. Le mandat d'arrêt européen, je l'ai appris par BFM TV. La décision d'expulsion, moi-même ainsi que mon client, nous l'avons appris via Twitter. Et là aussi, ça pose les questions sur l'objectif du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on notifie une décision par voie de tweet et non pas à la personne la principale intéressée, qui c'est qu'on vise? Est-ce qu'on vise véritablement à protéger l'ordre public ou est-ce qu'on vise à créer un cas, une illustration de la menace, à créer un ennemi public numéro 1 pour venir servir un agenda politique, un agenda législatif? Parce que sur ce point-là, on est obligé de remarquer tout de même que le ministère de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, a parlé très tôt dans cette procédure d'un projet de loi. Un tout dernier mot, s'il vous plaît, Maître Simon. Vous l'avez évoqué vous-même il y a quelques instants. Vous avez donc fait l'objet de menaces à titre personnel, c'est ça, dans la défense de votre client et en lien avec cette affaire? Oui, je suis pas vraiment là pour parler des menaces dont j'ai fait l'objet moi personnellement. Je suis là pour être aux côtés de mon client qui est absent. Non, mais ça existe, c'est un fait. Mais c'est un fait. Je suis pas la seule. La juge, une des juges qui a signé la première décision, a fait l'objet
de propos diffamants. La Ligue des droits de l'homme a fait l'objet de menaces. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours. Moi, ce qui m'intéresse tout de même, c'est que finalement, ces menaces, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'il y a plus vraiment de respect, plus vraiment de compréhension de ce qu'est ma profession d'avocat. C'est-à-dire que dans ce dossier, mais de manière générale, et y compris vis-à-vis de moi, avocate, on vient tout mélanger. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que ça vous fait réfléchir à ce type de défense? Ou est-ce qu'au contraire, ça réaffirme les choix pour lesquels vous êtes engagé? À ce moment-là, je me dis plus que jamais que je suis fière de ma profession, que je suis fière d'être avocate et que je suis fière quand on a un tel tribunal populaire, quand on a une traque, le couteau, la bave aux lèvres, le couteau entre les dents. Je suis fière de pouvoir apporter un soutien juridique et apporter de la nuance. Oui. Un tout dernier mot, pardon, factuel. Vous êtes protégé aujourd'hui? Est-ce que l'État français vous protège? Je ne suis pas protégée. Je m'interroge d'ailleurs, et ce sera aussi un tout dernier mot de ma part. Ces menaces, elles sont très orientées vers mon genre. Ce sont des menaces de viol pour la plupart. On dit que je serais donc une pute à bougnoule. Et ce qui m'étonne particulièrement, c'est qu'il n'y ait à ce moment-là, sur ce dossier où on vient défendre et où pour moi on vient instrumentaliser un peu la lutte pour le principe d'égalité femmes-hommes à des fins d'éloignement des étrangers, on vient défendre et plutôt critiquer un homme vis-à-vis de sa misogynie, qu'il n'y ait aucune prise de parole publique sur les menaces dont la juge et moi avons fait l'objet. Vous avez fait la demande de cette protection? Mes avocats, Romain Ruiz et Nino Arnaud, ont fait la demande. Merci beaucoup. Merci Maître Simon d'avoir accepté de répondre à ces questions aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.